Avec plaisir, Stéphane. Comment? Avec plaisir. Let's go. Très bien, ça y est, ça commence. Bon, mais bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette 16e ou 17e édition de mon défi Je viens manger local chez vous. Donc, je rappelle le défi qui se faisait jusque-là en vrai, c'est-à-dire que je laissais le défi à qui voulait le relever, de réaliser un repas de fête local, chic et pas cher. Donc, local avec des ingrédients de moins de 51 km autour de l'assiette, chic, donc bien présenté, entre 3 plats et 5 plats, et à moins de 9,50 € par personne. Et moi, j'arrivais avec le pinard. Or, là, nous sommes en période de confinement. Donc, on va faire virtuellement cette opération. Et on a trouvé quelqu'un sur Villeneuve-la-Comtale qui a accepté de relever le défi. Alors, un, parce que bon, il aime cuisiner, mais deux, comme moi, il s'intéresse au sort également des producteurs locaux qui se retrouvent avec énormément de marchandises sur les bras parce que tout le monde achète en ce moment des pâtes et du riz. Or, il n'y a pas que les pâtes et le riz dans la vie. Il y a aussi d'autres produits. Donc, pourquoi j'avais fait cette expérience-là? En 2008, j'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits locaux, issus d'un rayon de 150 km autour de Castelnaudary, pendant un an. Donc, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. C'était pour mesurer notre vulnérabilité par rapport aux approvisionnements. C'était, bon, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une cyberattaque sur la chaîne logistique? Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une pandémie grippale de niveau 6? À l'époque, c'était un de mes scénarios que j'avais avancé. Et en fait, pendant un an, j'ai fait le locavore, donc le premier locavore de France, et j'ai fait travailler les producteurs locaux. Résultat, il y en avait assez pour moi, mais s'il avait fallu le généraliser, à l'heure où nous ne produisons plus là où nous consommons, eh bien, ce n'était pas possible. Donc, en fait, c'était pour alerter. J'ai également fait une enquête dans les ministères, au niveau de l'armée, au niveau des syndicats agricoles. Et la question de ne pas produire à côté de chez soi et de ne pas préparer les populations, en fait, ce n'est pas vu comme un risque. J'en ai fait un livre, ça a été présenté au Sénat et finalement, ce que j'avais fait en mode prévention, c'est en train de se passer actuellement. Donc, j'avais lancé cette expérience donc des familles qui relèvent ce défi ou des associations le 31 août 2018. Et là, ce soir, eh bien, on n'aura pas le plaisir de goûter le repas préparé par Philou, mais il va quand même nous expliquer comment il a fait. Comment il a fait. Et ce soir, nous avons Marianne Derès, qui est diététicienne nutritionniste à Toulouse, qui va donner son avis sur le plat, enfin, les plats, les équilibres, tout ça, mais également elle va vous donner des astuces pour comment avoir des vitamines en période de confinement, comment se préparer et d'autres conseils. Et là, il n'y a pas l'image, mais quelque part c'est un peu normal. Nous avons Jackie Desjans qui travaille à 100%. Voilà, donc en fait, il va jouer le rôle de celui qui pose les questions, qui va s'intéresser. Donc, il va poser des questions à Philou et également à Marie. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je me tais et je laisse la parole à Philou, qui va peut-être, ou peut-être Marie. Marie, après on te laissera la parole à Philou. Vas-y Marie. Bonjour, donc je suis Marianne Derès, je suis diététicienne installée à Toulouse en libéral et je suis aussi ingénieure agronome. J'ai fait l'ENSTAT à Toulouse. J'ai rencontré Stéphane il y a quelques années et nous avons commencé à discuter. Il se trouve qu'on avait des points de vue communs sur l'alimentation locale, le fait de manger des choses de saison, des choses de choix. Et comme ça, nous avons écrit ensemble dans Préventif, qu'on a travaillé sur son livre. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que tout ça semblait complètement irréaliste. Et franchement, à l'époque, je trouvais l'idée intéressante, mais que ça allait se mettre en place dans une pandémie, j'y croyais pas trop. Et il se trouve que c'est vrai. Et donc, cette émission est d'autant plus intéressante parce que nous allons être obligés en réalité d'être locavores, étant donné que les transports ne peuvent pas fonctionner suffisamment. Déjà, c'est difficile dans un pays et encore moins entre les pays. Voilà, donc je serai là pour répondre à vos questions, pour bien sûr parler du menu et aussi pour parler de comment on s'en sort pour faire les courses, comment on stocke les aliments, qu'est-ce qu'on peut manger dans cette période compliquée.
Eh bien, merci Marie. Alors, Jackie? Moi, je reviens à mes constatations, je dirais, territoriales. Hein. Chez nous, on a des asperges partout. Hein. Alors, En ce moment, dis il là où faut tu es parce que personne, on n'est pas censé savoir où c'est que tu es. à Saverdun, en Ariège, on a des asperges à Molandier, Ouais. de l'Ariège et de l'Aude. Il faut qu'ils vendent les asperges, autrement ils vont les jeter. C'est un truc, elles sont à 16 € le kilo. J'en ai encore fait cuire ce soir. Elles sont délicieuses. C'est des asperges vertes. Voilà, c'est le nectar des asperges. Tu les fais cuire juste comme il faut. Al dente, c'est absolument génial. On a des gariguettes, on a des fraises qui sont, voilà, on a des pommes de terre. Après, bon, voilà, on a des fromages. On a une AMAP qui livre tous les vendredis à Pamiers. Donc, nous, ici, en Ariège, je me suis un peu accroché hier avec mon copain de Toulouse, mon rédacteur chef, parce qu'il me dit, ouais, vous êtes des privilégiés parce que vous avez tout. Mais c'est vrai, en Ariège, on a tout sur place. On a l'agneau, on a le veau, on a le bœuf, on a les fromages, on a les légumes. Donc, il n'y a qu'à se déplacer pour aller les chercher. Après, sur les grandes villes comme Toulouse, là, c'est la merde. Je comprends que pour nourrir 500 000 personnes, c'est différent. Et ça, je trouve que voilà, ce truc-là, il est assez compliqué à gérer, quoi. Parce que si, comme on parle, je sais pas, parce que je mêle tous les problèmes. Les camions qui circulent plus, ça va poser un problème pour les grandes villes. Dans les petites communes comme le Lot, la Lozère, l'Ariège, l'Ardèche, il n'y aura jamais de problème. Voilà. L'Aude, c'est pareil. L'Aude, c'est autosuffisant aussi. Voilà. Moi, la constatation, c'est ça que je fais. Alors, le truc, c'est que bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais là où il y a une urgence actuellement, parce qu'on a quand même des territoires qui se sont trop spécialisés et il y a trop de la même chose dans chaque territoire. Donc, en fait, là, par exemple, dans le Lauragais, blé dur, tournesol, il n'y a pas trop de maraîchers. Par contre, ceux qui existent, si on ne leur achète pas leur production maintenant, ils vont se décourager et peut-être qu'ils ne seront plus là cet été lorsqu'on aura besoin de leurs légumes d'été. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a aussi urgence à leur acheter ceux qui produisent maintenant. Alors, je l'avais fait en mode tranquille jusqu'à maintenant, mais là, il y a urgence. Et c'est là qu'on va passer la parole à Philou, qui va vous raconter ce qu'il a fait comme repas. Il va vous dire comment il a fait, où c'est qu'il s'est fourni et combien ça lui a coûté par personne. Et je le répète, c'est un repas de fête. Donc, si on arrive à le faire pour moins de 9,50 € par personne pour un repas de fête, ça veut dire qu'au quotidien, on peut y arriver pour 3-4 € et toute la richesse reste fixée sur le territoire. Voilà Philou, à toi. Bon, alors moi pour commencer déjà, quand je t'ai contacté justement pour voir ce que tu pensais de la situation, quand tu m'as proposé le défi, je t'avouerai que j'étais un petit peu paniqué parce que étant donné que je travaille, moi je suis pas confiné à la maison. Mon temps au niveau des déplacements pour m'approvisionner était assez restreint. Notamment aussi au niveau des contacts. Je n'avais pas forcément les contacts appropriés pour tous les produits. Pardon, tu es où géographiquement? Je suis sur Castelnaudary. Ah, d'accord. Donc, bon, il y a quand même beaucoup de maraîchers aux alentours. J'en connais un paquet d'ailleurs, même un paquet avec qui je suis ami depuis l'enfance. Donc, du coup, c'est avec eux que j'ai interagi en premier lieu pour savoir où ils en étaient, eux, par rapport au confinement, parce que je les ai comme clients dans la pharmacie. Ils m'ont dit, c'est vrai que nos stocks, voilà, les restaurateurs sont fermés. C'était nos principaux clients. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver une alternative pour vendre et que les gens comprennent qu'il n'y a pas uniquement les grandes surfaces pour s'approvisionner. Même si les grandes surfaces ont fait une partie de leur boulot en récupérant des récoltes. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est en priorité mettre en avant les produits qui sont vraiment de saison et dans l'urgence pour eux. C'est-à-dire que l'asperge, ça ne dure pas 6 mois. S'il faut l'écouler, c'est maintenant. La betterave, c'est pareil. Le chou rouge que j'ai utilisé, c'est pareil. Donc, j'ai fait des recettes en fonction. Enfin, pour les entrées, du moins. Je vais vous présenter un petit peu les plats. J'ai fait une sorte de café gourmand version entrée. Donc, il faut savoir que j'ai filmé quasiment la totalité des recettes
que je ferai parvenir à Stéphane par la suite, qui pourra intégrer. Donc, on les mettra en commentaire de la vidéo. Voilà. Donc, j'ai fait une verrine donc, de betterave, donc, avec de la betterave de chez Segone, donc à Saint-Martin-la-Lande. J'ai utilisé du fromage frais de vache qui provient de Casalbrenou, que j'ai réussi à trouver au Gambert de la ville. Ensuite, une salade donc, de crudités avec. Je suis allé ce matin au jardin de Vessières, rue de Villa Savary. C'est un maraîcher qui cultive énormément de produits différents, donc qui n'est pas spécialisé uniquement sur des produits. J'ai eu la chance de trouver donc, du chou rouge, des champignons frais et de l'oignon nouveau. Donc voilà, avec une huile d'olive qui provient de mon nord et un vinaigre maison, j'arrive à faire une salade composée de crudités. Ensuite, donc, avec de la farine qui provient de la minoterie de Castel, avec du grain, du lauraguet, j'ai tenté de faire, avec notamment des fritons qui proviennent de Plaigne, une brioche aux fritons, des fritons de canard, donc, qui proviennent de Plaigne, que j'ai réussi à trouver à l'Audoise des Viandes à Fontanille. Et pour finir, j'ai préparé donc, une omelette revisitée aux asperges, donc les asperges de Saint-Martin-la-Lande de chez la famille Clémat, avec donc, du chorizo qui provient du Villemagnol, donc à Villemagne. Alors, le problème, c'est que, voilà, on a discuté avec Stéphane, le chorizo, les épices utilisées pour le chorizo ne sont pas locales. Donc, en temps vraiment de confinement, ce ne serait pas possible. Mais il y a une alternative, là, je ne l'avais pas sous la main, c'est de remplacer le chorizo par la saucisse de foie, très aromatique et qui donnera le même effet sur une omelette de ce type. Donc, l'omelette, je l'ai revisitée en la faisant cuire dans des moules à financier, donc pour la présentation. Et ça permet d'avoir une belle assiette composée. Alors, montre-nous ça quand même, parce que tu nous donnes l'eau à la bouche, mais on ne voit rien. Attends, je vais te le montrer. Mais oui. Bouge pas. Et c'est un banquet, c'est génial. C'est génial, ça. Il nous manque une odeur. Vas-y, encore. Ah ouais. Montre-nous la salade, là, on va pas trop, là, en dessous, là, les poireaux, là, tout ça. C'est vrai qu'on. Ça, c'est. Oui, les asperges et l'omelette. L'omelette d'asperges, voilà. Oh là là. Et donc, la petite brioche au friton pour le côté gourmand. Montre-nous l'asperge, ouais, c'est joli, ouais. Voilà, donc c'est parce que l'omelette en soi, c'est pas très glamour. Mais si on arrive à la cuire au four dans des moules, ça permet de donner une certaine forme. Bon, quand on voit la qualité des asperges qu'on a localement, c'est des asperges qui sont quand même assez fermes à la cuisson, donc qui tiennent bien en omelette. Et après, le côté. Ah si, j'ai oublié de dire, oui, pour la verrine de betterave au fromage frais, j'ai profité d'une opportunité, je crois que c'était il y a une paire d'années. Mon voisin, donc je suis au milieu des champs, qui est agriculteur et qui fait notamment, Jean-François Blum, qui fait notamment du grain et de la semence, fait souvent des tests derrière chez moi, que ce soit coriandre, cumin ou autre. Donc j'en ai profité pour récupérer du cumin quand il en avait planté, que j'ai moulu et ça m'a permis d'assaisonner un petit peu la verrine de betterave. Donc du cumin local, qui l'eût cru? Ouais, bon, alors, c'est pour de la semence. Donc, oui. Techniquement, on n'en fait pas pousser dans le laurier. C'est juste qu'il produit de la semence, mais bon, au final, c'est le même. Hein, la graine, étant donné que dans le cumin, on utilise la graine en priorité, le goût reste le même. Et le resto, il est où? Il est ouvert quand? Pas encore, non. Je suis en train de passer le CAP cuisine en plus de ma profession. Non, mais c'est extraordinaire. Tout ce que tu nous annonces. Quelques années, on en reparlera. Non, mais c'est génial, quoi. Moi, quand j'entends ça, je salive, voilà. Et encore, tu le vois pas. Non, mais je le vois pas parce que. Mais tu vas le voir, tu vas le voir. Non, mais j'imagine le truc. C'est génial, quoi. Voilà. Les gens qui sont créatifs comme ça, moi, personnellement, je ne me plains pas. J'ai la chance de sortir, d'aller travailler. Mais je me demande comment les gens ont pu se ruer dans les magasins à vouloir acheter forcément des pâtes alors qu'ils savaient qu'ils restaient confinés, qu'ils allaient avoir des journées entières pour cuisiner. Non, ils achètent des pâtes. Si j'avais fait à leur place, la première chose que j'aurais fait, c'est justement prendre le temps de contacter les maraîchers. Ce matin, quand je suis allé donc, au lieu de Villa Savary, au jardin de Vessières, elles étaient 4 à préparer des colis pour les gens.
préparait des colis, donc de commandes de légumes, tout ça, et elle faisait des livraisons. Elles allaient livrer les maisons. Les mecs, ils achètent des pâtes, du PQ et du coca. Putain, mais c'est à pleurer, je quoi. comprends pas. Ils ont le temps de cuisiner. En temps normal, qu'on n'ait pas le temps, je peux comprendre que de temps en temps, on passe des pâtes, quoi que ce soit, on rentre à 8 h du soir. Mais là, les personnes ont la journée pour cuisiner. Alors, je peux vous dire quelque chose. Ce qui se passe pour les patients que j'ai, c'est qu'ils n'ont plus de connaissances alimentaires. Donc, quand ils doivent faire à manger, j'ai beaucoup de patients, par exemple, qui travaillent en Uber Eats et qui ne se font plus à manger ou quasiment. Hein. À midi, c'est au restaurant d'entreprise ou c'est un sandwich. Le soir, c'est un Uber Eats. Et quand ils doivent s'imaginer faire à manger, ils n'ont plus de connaissances et de culture alimentaire. Donc, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est les pâtes. Parce qu'ils ne savent pas faire à manger, ils ne savent pas faire un ragoût, ils ne savent pas faire une soupe. Donc, forcément, ils ne vont pas penser aux légumes. Alors que c'est idiot parce que les pâtes, une fois que tu en as mis assez dans ton placard, ça va, c'est stable. Ce n'est pas la peine d'en parler. Mais pour eux, ça va être… Je fais des pâtes avec du fromage râpé et du ketchup. Voilà. Non, mais c'est ça. Le problème, c'est que… Il y a quand même après… Il n'y a pas de notion alimentaire à faire pour les enfants. Ils ne savent pas quoi mettre dans un plat. Et ils ne savent pas qu'il faut des vitamines, qu'il faut des fibres. Donc, ils vont se bloquer sur des féculents, éventuellement un peu de viande s'ils en trouvent. Et ils vont faire l'impasse sur les fruits et les légumes. Les fruits, c'est difficile à en trouver. Ici, par exemple, des fraises, il n'y en a pas. Des asperges, il n'y en a pas. Et c'est vrai, hein? Et les légumes, par exemple, c'est essentiel pendant cette période d'avoir de la vitamine C, par exemple. Et ils ne savent pas où la trouver. Vas-y, dis-nous. Hein? Vas-y, dis-nous où c'est qu'on la trouve. Vas-y. Alors, déjà, pour ceux qui veulent le détail, j'ai mis sur ma page Facebook, je suis en train de faire des petits guides pour chaque vitamine. Donc, il y a un guide actuellement sur ma page Facebook qui est spécifiquement pour la vitamine C. D'accord? Il y a des radis. On a des radis en ce moment. Et ça montrera un peu où trouver parce que la question, ce n'est pas quelles sont forcément les sources de vitamine C, mais quelles sont les sources de vitamine C auxquelles j'ai accès moi. Et en ville, ça ne va pas être les asperges, malheureusement, hein, parce qu'on ne les aura pas. Donc, il faudra rester. Mais ça non plus, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. Actuellement, ce qu'on trouve encore, malheureusement, hein, on trouve du chou. Le chou rouge, on en trouve. Le chou blanc, on en trouve. C'est des excellentes sources de vitamine C. Par exemple. Et là, bravo pour le choix de l'entrée. Ça, les gens ne le savent pas. Et c'est une excellente solution. On trouve aussi les oranges, on trouve les kiwis. Mais par contre, les radis, c'est compliqué. Les asperges, c'est compliqué. Les fraises, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a des gens qui sont favorisés, comme moi, par exemple, là où j'habite, parce qu'on trouve tout. Il y a d'autres gens qui sont dans la merde, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Parce que moi, autour de chez moi, on trouve tout. Les radis, les fraises, les asperges, on trouve tout, quoi. Moi, je vais faire un navarin d'agneau demain parce que j'ai de l'agneau congélo, de l'agneau bio. Voilà, on a la chance. Certaines personnes ont la chance et d'autres, ils sont dans la merde. C'est ça. Et on peut résumer comme ça. Quand on fait les achats sur le drive de Toulouse, sur le drive d'Intermarché ou sur le drive d'Auchan, il y a énormément de produits qui sont en rupture de stock. Et pire que ça, un truc très original. Tu fais ton drive avec les produits. Tu as une somme de produits. Et cette somme, le lendemain, peut diminuer. C'est-à-dire que tu as fait une commande maximale et elle ne sera pas forcément entièrement livrée. Oh putain. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, mais oui, on comprend bien. Il y a une espèce de fluctuation de stock. Donc, je n'avais pas du tout de fraises. Des asperges, t'oublies. Alors, pour moi, ce n'est pas forcément gênant parce que j'ai vécu en Roumanie dans un monde où on avait à manger seulement ce qui était de saison réellement et pas forcément ce qui venait de loin. Donc, je me suis souvenu comment faisait mon grand-père avoir à manger l'hiver. Donc, je m'en sors. Mais pour les autres, c'est compliqué. Et il faisait comment? Mon grand-père avait une cave dans laquelle il stockait en début de l'été, de printemps, de l'hiver, des choses qui restaient toute l'année, plus ou moins. Donc, environ on va dire de novembre, octobre à décembre, on avait les pommes qui résistaient. Il mettait les pommes un peu loin les uns des autres pour qu'elles ne se touchent pas. Parce que si elles se touchent, s'il y en a une qui pourrit, toute la ligne pourrit. Absolument, oui. Ah, ouais, donc, il faut les mettre ou dans du papier journal ou les mettre un peu à distance. Ce que je fais actuellement avec mes oranges. Je mets les oranges à distance et les pommes à distance. On avait aussi des carottes.
de sable. Je ne sais pas si vous connaissez les carottes de sable, c'est celles qui sont pleines de terre. Oui. Ouais. Eh ben, c'est les seules carottes qui sont vraiment vivantes et qu'on peut conserver de manière longue. On les mettait dans du sable. On mettait les carottes et on mettait aussi les navets et on mettait aussi les panais. Et ça, dans une cave, ça peut se conserver très longtemps. On avait aussi les choux, par exemple. Les choux, les potimarrons, toute la série de courges, ça peut passer 2 mois. Dans un environnement où vous les mettez loin les uns des autres, les premières feuilles vont sécher un peu, mais ce n'est pas grave. Donc, finalement, je sais comment faire. Et je me suis rendu compte que je me suis rappelé comment j'avais vu petite. Je vais vous raconter juste une histoire de ma vie. Moi, je suis venu à Toulouse de 3 cocus. Mes parents, mes grands-parents étaient cultivateurs, ils étaient maraîchers. Et quand j'étais petit, moi, on allait amener les légumes à Arnaud Bernard et on les amenait à 10 h du soir, on mettait une serpillière mouillée dessus et à 3 h du matin, on les vendait. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la lande, Croix Dorade et les 3 cocus, la lande, ça dit bien ce que ça veut dire. La lande, c'est une lande. Une lande, c'est un endroit dans lequel on cultive les choses. Donc la lande, Croix Dorade et les 3 cocus, c'était des maraîchers. Toute la ville de Toulouse vivait de ce maraîchage-là. Il y avait une production qui était intense. Et au fil des années, moi j'ai vécu aux 3 cocus, j'y suis né, j'ai vécu à Croix Dorade, j'ai vendu, j'ai bien vendu, j'ai pas besoin d'argent. Mais là, on a fait des H+4, on a fait que des bâtiments. Donc là où on produisait pour la ville de Toulouse, eh bien, on a fait des bâtiments et donc maintenant, on ne produit plus là. Et là, c'était un maraîchage qui était extraordinaire pour la ville de Toulouse. Toute la production légumineuse venait de là, venait de ce nord de Toulouse. Voilà, légumières. Légumières, voilà. Toi, légumières. Ça te parle à toi. Ah mais non, mais carrément, mais tu illustres parfaitement ce que je dis souvent dans mes conférences, que voilà, j'en fasse une porte ouverte, mais en 1945, il y avait à peu près 3000 maraîchers sur Toulouse, il y avait 300 000 habitants sur l'aire urbaine en totalité. Maintenant, il n'y en a même pas une trentaine, et on est 1 million d'habitants. Entre Fenouillet et les 3 cocus, il y avait tout ça. Et tu sais, quand j'étais petit, moi, ma mère, elle lavait les poireaux dans le bassin, avec la brosse, et moi quand je tombais dans le bassin, que je me mouillais, elle me foutait au lit jusqu'au lendemain matin, tu vois. Et voilà l'éducation que j'ai eue. Mais bon, ils arrosaient les patates dans les raies, tu vois, on faisait circuler l'eau. Moi j'ai vécu tout ça quand j'étais gamin. C'est un truc, mais on vivait de ça, quoi. On vivait de ça. Et ça, ça a disparu, quoi. Il faudrait peut-être faire les Victory Gardens. C'est des jardins de la Victoire. Qu'il y avait pendant la guerre. Et c'est ça a soulagé énormément les populations d'avoir justement des jardins qui leur permettaient de bouffer. Parce que les approvisionnements étaient en mode dégradé et parce que l'économie de guerre était priorisée. Mais les jardins de la Victoire, les Victory Gardens, il faudrait déjà, dès maintenant, les massifier. Tu sais, pendant la guerre, mon père a passé 5 ans en Allemagne, elle avait mon frère qui avait 12 ans, et ma mère élevait un cochon. Et ce cochon, il vivait comme un chien, il rentrait dans la cuisine, voilà, elle avait un animal de compagnie, c'était un cochon. Voilà, donc on a changé de... Voilà, pour vous dire un peu comment ça se passait à l'époque. Et moi, de mon enfance, je l'ai vécu dans ce truc-là. C'est pour ça que je connais parfaitement l'histoire des 3 cocus des Isards, je la connais sur le bout des doigts. Et j'ai vu la transition écologique et sociologique et islamologique qui est arrivée au quartier des 3 cocus, avec le MERA, qui est arrivé en 2011. Voilà. Tout ça, je le connais par cœur. Je l'ai vécu du bout des doigts. Donc, en fait, on a une aire urbaine toulousaine, comme partout ailleurs, donc sous perfusion alimentaire. Exactement. Toulouse prend 12 000 personnes par an. Oui, n'a pas évolué son système de route et comme ça. Alors maintenant, ils veulent faire un téléphérique entre AZF et les poteaux là-haut. Voilà. Mais bon, si tu veux, on démarre 10 ans trop tard, quoi. C'est un truc... moi, là-dessus, je serais intéressable, mais ça me gave, quoi. Je ne veux plus en parler. Parce et alors, le truc, c'est que pendant que nous, on parle, Philou, il mange. Donc, il a l'air de se régaler, quoi. Ça va. Mais
C'est génial ce qu'il a fait. Moi, j'adore ce qu'il dit. Alors, raconte-nous un peu là, ce que tu es en train de goûter. Là. Tu nous l'as montré. Mais allez, fais ton autocritique. Hein, voyons. Alors, la salade de crudité, bon, très bien. Il n'y a aucun problème. L'omelette aux asperges, impeccable parce que j'ai utilisé en fait les blancs d'œufs qui me restaient de la préparation du dessert. Donc, il y a 3 blancs d'œufs pour un œuf entier, entrée. Donc, c'est une omelette assez blanchie. Le chorizo n'est pas trop fort, c'est-à-dire, on va dire qu'il est vraiment fait à la française. C'est juste une saucisse sèche épicée. Et la qualité des asperges vraiment laisse le goût de l'asperge. D'accord, donc en fait, on sent vraiment l'asperge et l'omelette n'est pas lourde. Donc. Ça, c'est très bien. D'accord. La verrine fraîche, donc on sent bien le goût du cumin de la betterave, le fromage frais adouci de tout. J'ai pas eu besoin de rajouter de sel, vraiment, ça donne un petit goût sucré. Après, mon bémol, c'est la brioche au friton parce que voilà, l'inconvénient, c'est que ne pouvant pas utiliser de levure, ça reste assez compact. D'accord. Donc, alors, la personne qui va savoir faire son propre levain, c'est comme à l'époque, je veux dire, ça va être cette personne qui va pouvoir faire le gain pour tout le monde. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des boulangers encore en activité de nos jours, parce qu'on ne s'improvise pas boulanger comme ça du jour au lendemain. Alors, si on a de la levure, c'est bien, mais si on n'en a pas, ça ne donne pas grand-chose. Là, l'avantage, c'est qu'il y avait des œufs à l'intérieur, ça a un peu plus de volume. Moi, j'ai une question, mais tu as fait l'école hôtelière? Non, du tout. En fait, je suis en train de passer mon CAP de cuisine en candidat libre, en formation. Ah, d'accord. D'accord. Parce que là, chapeau camarade quand même. Hein. Alors, c'est qui c'est pas Pasteur qui disait que ton aliment soit ton premier médicament et tu es pharmacien. Donc, explique-nous ce truc-là. Pasteur? C'était qui qui lui disait ça? Pasteur? Mon Dieu, c'est beaucoup plus ancien, Stéphane. Ah non, oui, Hippocrate, non? C'est ça, tu te corriges largement d'époque. Non, lui, il dit non. Pasteur, lui, c'était le vin. Oui, le vin est la plus hygiénique des boissons. Voilà, je confonds les deux. Le vin aussi. Comment? Le vin aussi, ça a ses avantages. Bon, faut pas l'abuser, mais… Ouais. Alors justement, je vois que tu as une bouteille. Normalement, c'est moi qui l'amène dans ce type de défi. Alors, je ne l'ai pas ouverte parce que j'ai dit qu'il y en avait une ouverte, mais justement, je voulais la présenter parce que honnêtement, je ne l'ai pas encore goûté celui-là. Mais c'est un jeune donc chaurien qui est installé à la zone, qui s'appelle Thibaut Fort. Donc sa famille, son épouse donc est de Castel. Et j'ai été agréablement surpris en rentrant chez moi une fois. Ils ont replanté de la vigne sur Castel, ce qui n'était plus le cas depuis bien longtemps. Ouais. Et donc, du coup, ils vont, dans les années à venir, reproduire du vin sur Castelnaudary, qui n'est pas à la base une ville viticole. Mais je sais que le vin qui est produit à la zone est de très bonne qualité. Donc, du coup, je voulais mettre un peu en lumière parce que c'est agréable de voir qu'on peut faire autre chose que du haricot. Du céréalier sur la ville, d'arriver à se diversifier. Je crois que les frères Donati en font également. Ils s'y sont mis, il me semble, mais c'est une bonne chose. Mais très bien. Alors, ce que je suggère, c'est que tu nous montres le plat de résistance. Parce que sinon, on va y rester 2 heures. C'est un plaisir, mais pendant que toi tu manges, nous on se creuse le ventre. Eh ben, t'avais qu'à manger je pensais que vous alliez vous préparer les assiettes en même temps. Eh bien, on aurait aimé être là, mais bon, on respecte la loi, on est confinés. C'est ça. On va passer une part de France. Je vais faire un peu de place, comme ça, je vais monter les assiettes de là. Oui, Stéphane. Oui. Pendant que les assiettes arrivent, je viens de t'envoyer, je pense que tu le connais, un site qui est en train de recenser les producteurs et où est-ce qu'on peut acheter en Occitanie pour les grandes villes comme Toulouse. Je pense que c'est une excellente initiative. Oui, alors c'est vrai que on peut également le dire, même si on pourrait le mettre en commentaire. Le mettre en commentaire, c'est pour ça que je veux dire. Le mettre en commentaire, c'est un début et c'est excellent. Oui,
Ouais, il y a pas mal d'initiatives là qui se sont lancées pour faire connaître les producteurs locaux aux populations Tout à fait. pour qu'elles justement qu'elles achètent davantage en local, ce qui normalement devrait être une évidence en temps non dégradé, mais là actuellement ça le nécessite davantage. Donc on vous mettra en commentaire les adresses amenant vers des sites pour mettre en relation producteurs et consommateurs le plus facilement possible. Et il y en a qui livrent également. Voilà. Donc vous avez donc des magasins qui sont ouverts, des magasins de commerce alimentaire. Vous pouvez aller leur demander des produits locaux, leur disant voilà, nous on veut faire travailler nos producteurs locaux. On veut que vous les ayez davantage dans vos rayons, les produits. Donc voilà, mettez une saine pression à vos commerçants. Tout le monde sera content, mais c'est vraiment vital pour nos producteurs, non seulement à l'année, mais surtout à ce moment-là. Il ne faut pas désamorcer la pompe des maraîchers. Il ne faut pas désamorcer la pompe. Absolument. Stéphane, Absolument. Oui. tu as tout à fait raison parce que ce qui se passe actuellement, il ne faut pas oublier, et ce n'est pas que les maraîchers, comme certains pays consommateurs ne vont pas absorber les flux, ne vont pas pouvoir être servis par rapport à certains produits agroalimentaires, et on sait par exemple que la Chine a stoppé les importations des pays d'Europe, on va avoir une chute des prix sur certaines denrées agricoles avant la pénurie, qui va aussi générer la pénurie. Et on aura aussi des paysans qui vont mourir parce qu'ils ne pourront pas vendre. Par exemple, le port de Bretagne était essentiellement à destination de la Chine, une grande partie. Et là, il faudrait le redirectionner sur la France. Et si on ne le fait pas, il va y avoir un gros souci, juste dans 6 mois. Ouais. Non, mais et là, il y a déjà des sites. il y a des scénarios de pénurie alimentaire mondiale. Parti comme on est sur cette trajectoire. Pas forcément, je pense, au global, mais surtout par le fait qu'on a brisé les circuits et les échanges, tu vois. Mais le truc, c'est que nos vulnérabilités, ce sont justement les échanges, mais paradoxalement, il ne faudrait pas les stopper de suite, d'un coup. C'est ça le truc. Il faudrait réinventer un modèle pour relocaliser petit à petit le système de production et de consommation. Mais on est tellement allé loin dans les diverses perfusions, dans un sens et dans l'autre, que si on les arrête d'un coup, ça risque d'être terrible. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors là, il est en train de nous… Oh là là, là, il a ouvert le diable. Philou a ouvert le diable. Alors pour ceux qui ne sont pas de Castelnaudary, le diable, c'est ça fait un plat, je ne sais pas comment on peut dire, en terre cuite, qui permet de cuire un peu à l'étouffer, à l'étuver. Il va nous le dire. Il va nous le dire à Philou. Mais ça permet de faire des cuissons lentes. Voilà. Mais l'intérêt en fait du diable, c'est de pouvoir laisser un plat pendant des heures et des heures au four, en basse température, donc sans ajout de matière grasse spécifique, et de pouvoir avoir à la sortie des aliments très tendres. Et j'ai voulu mettre l'accent dessus parce que je suis actuellement en train d'écrire un livre de recettes qui justement sont des recettes qui vont être préparées en moins de 10 minutes. Donc comme maintenant de nos jours tout le monde a des fours programmables, donc le matin en moins de 10 minutes on peut préparer un plat qui sera un plat dont on programme le four pour être prêt à midi ou le soir. Ça permet d'avoir une cuisson lente et d'arriver à avoir quelque chose de tendre, que ce soit des légumes, du poisson, de la viande, et sans être obligé, en rentrant le soir, à 8h du soir, d'allumer une poêle, de faire brûler un steak avec plein de matière grasse et de s'envoyer des patates. On peut avoir des plats de très bonne qualité. En plus, c'est du local, je veux dire, le plat est fabriqué au Macédoine. Alors, montre-le nous, là, s'il te plaît. Là. Est-ce que tu peux nous le rapprocher, s'il te plaît? Ouais, je m'en occupe. Là, il est vraiment caramélisé. Donc, je vais vous dire ce que j'ai préparé quand même. Parce que alors, il y a le couvercle. Imaginez, il y a un couvercle normalement à la cuisson. Oh là là. Je vais remettre le couvercle, tu vois. Mais on veut le voir un peu plus près. À défaut de le goûter, comment dire. Oui. Oh là là. Vas-y, parle. Si tu ne parles pas, la machine ne bouge pas de l'autre côté. Vas-y, parle. Parle.
Ouais, alors là, du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris de l'agneau, donc je me suis renseigné un petit peu partout pour avoir un agneau certifié local. Donc, le magasin Spar m'a proposé un agneau donc, de la Montagne Noire pour respecter donc, les distances. Après, au niveau des. J'ai rajouté donc, de l'ail chemisé. Habituellement, je me fournis par la famille Molinier à Souillanès, donc il y a quelques kilomètres d'ici. C'est le producteur d'ail. Et bon, ils étaient en rupture de stock, donc là, je me suis fourni avec de l'ail de plus loin. L'huile d'olive que j'ai rajoutée, donc qui est produite à Montmort par Jacques Coulomb, donc qui a lancé une oliverie il y a plusieurs années de ça et qui fait une très bonne huile d'olive. Après, au niveau des aromates, j'ai rajouté des branches de thym, de romarin que vous verrez dans la vidéo. Donc tout ça, ça m'a pris environ 5 minutes à préparer. Le plat, on rajoute tout dedans, un fond d'eau pour garder un petit peu, éviter que ça accroche, et le miel que j'ai rajouté en plus qui vient de la montagne nord. Ça m'a pris 5 minutes. Je l'ai mis au four pendant 4 heures à 160-170 degrés. Et on arrive avec un plat, une viande fondante, parfumée, et ça peut se faire avec du poisson, tout un tas de recettes à ce niveau-là. En accompagnement, alors, oui, voilà. Au niveau des accompagnements, on a essayé de respecter un équilibre, donc le fondu de poireaux, parce qu'on arrive encore à trouver les poireaux. Avec en plus des pâtes donc, qui sont fabriquées au domaine de Périès à Lasborg, qui est à côté. Donc avec de la farine locale. Et ça arrive à faire un plat relativement local. Pas mal. Relativement ou totalement? Ouais, je dis relativement parce que j'aurais aimé faire plus proche, parce que je sais que mon producteur d'ail est à Souillanès. Alors je suis obligé d'en prendre le plus loin. C'est un peu plus, bon, ça reste quand même dans les 51 km. Bon. Ouais, mais c'est un plat qui je l'avais présenté dans mon livre comme un plat potentiellement à moins de 10 km. Et oui, mais oui, là, ça frustre un peu, mais bon. Oui. À la base, voilà, sachant que comme dans la vidéo de présentation que j'ai faite, il y a un producteur d'agneau qui est à Pays-Reims, il me semble. Il y en a aussi à la Bessède. Il y a des producteurs de miel à Souille. Il y a un producteur d'ail donc à Souillanès. L'huile d'olive à Montmort et les aromates du jardin. Il y a la possibilité de faire encore plus restreint. Et oui. Et alors, est-ce que tu peux nous montrer l'assiette dressée, s'il te plaît, et nous expliquer quel morceau de viande tu as mis? Alors, j'arrive. Donc, au niveau de l'agneau, j'ai privilégié l'épaule. Ouais. Parce que la plupart des gens se ruent sur le gigot et la souris, qui sont des morceaux, on va dire, un peu plus charnus, mais beaucoup moins tendres au final, parce que les agneaux sont quand même à propulsion, donc l'épaule est beaucoup plus tendre et beaucoup moins cher aussi. Ce qui permet d'avoir un plat, parce que au niveau du coût global du plat, la viande est quand même ce qui revient le plus cher. Donc, il ne faut pas hésiter à privilégier, quel que soit l'animal, privilégier des fois les morceaux les moins glamour, mais qui sont tout aussi goûtus et de qualité. D'accord. Et donc là, bon, on imagine que c'est bon parce que quand on voit ces morceaux caramélisés là avec ce jus, bon. Tu peux le couper à la fourchette. Hein. Oh là là. Tu peux le couper à la fourchette, c'est fondant. Avec le miel, les aromates du jardin. Et je crois que le meilleur, je me demande si pas l'agneau, c'est peut-être l'ail. L'ail à chemise. Ouais. Ah là là. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, Marie, là, par rapport à tes conseils, par rapport à déjà l'analyse du plat, déjà? Je trouve qu'il a bien organisé les choses parce que c'est vrai que l'agneau, de toute façon, reste une viande assez grasse, en règle générale. Donc, le fait qu'il ait proposé des légumes cuits à côté et pas seulement des pâtes, ça crée un joli équilibre. Donc, tout à l'heure, nous avions des crudités. C'était les entrées avec des crudités. Dans le repas, on a des légumes cuits. Donc, au niveau des fibres, même dans un repas de fête, puisque c'était le thème, hein, Stéphane, je trouve que les choix sont judicieux. Voilà. Pour moi, c'est un bon équilibre. En plus, c'est la manière dont les assiettes ont été dressées.
C'est très bien équilibré, je dirais. Une portion de protéines, une portion de pâtes, une portion de légumes. Joli. Bon boulot. D'accord. Ensuite, puisque je ne me suis pas trop exprimée sur l'entrée en dehors de la salade de choux qui était pour moi essentielle pour la vitamine C, je dirais que oui, c'est un peu lourd dans le sens qu'on a la brioche au friton. C'est vraiment un produit plaisir. Mais à côté, il a utilisé les asperges et ça, j'aimerais en avoir, je n'ai pas, mais voilà, j'en rêve. Et avec les blancs d'œufs du dessert. Une excellente solution. Ça permet d'abord d'économiser des produits parce qu'on a utilisé le jaune pour faire le dessert et le blanc pour faire l'entrée. Parce que souvent, quand on fait le dessert, il reste le blanc et on ne sait pas quoi en faire. Et là, le jeter, je dirais que c'est une très mauvaise chose parce que dans les supermarchés où j'essaie d'acheter des œufs, ils sont en rupture. Et oui, et du coup, je regarde avec beaucoup plus de respect mon œuf et je ne me vois pas jeter la moitié. Donc, c'est un très, très bon deal, je dirais. Léger parce que c'est pas gras et excellent au niveau de la répartition, on va dire, des quantités. Voilà. Très bien. Bon. Jackie, tu voulais dire un truc? Oh non, mais moi, je respire tout ce que vous dites, là, j'imagine. Je suis beau dehors, j'ai des images plein la tête, j'ai des parfums qui me viennent, voilà. Oui, on commence à avoir faim. Ah oui, là. Ouais, non, mais moi je mange des asperges, là, en vous écoutant. Ah, très bien. Et Philou, est-ce que tu pourras nous montrer le diable fermé à un moment donné, s'il te plaît, pour que les gens se rendent compte de comment c'est? Voilà, les deux corners. Voilà. Oui, il en existe de plusieurs tailles. Hein. Ouais. Ça, c'est le format familial. D'accord. Donc, au match CTUL, chez la famille Note. Voilà, j'ai même un ami qui l'a fait faire les sur mesure. Il a un piano comme fou. Et il en voulait un où on puisse rentrer un piston entier. Donc, il en a fait faire un en taille. Voilà. C'est la meilleure des cuissons qu'il puisse y avoir. Dans la terre, voilà. Oui. Merci. Marie, oui, tu disais? J'aimerais connaître le prix de cet objet. Alors, honnêtement, je m'en sers énormément, mais je ne connais pas le prix parce que c'est un cadeau. J'utilisais celui de ma mère et puis elle a fait par ma Noël. Donc, je ne connais absolument pas le prix. Ça ressemble beaucoup à quelque chose que j'ai chez moi pour faire des plats traditionnels qui est comme ça. La forme est différente, mais sinon, c'est exactement le même truc. En Alsace également, nous avons un plat de ce type-là. Alors, tous les plats que je réalise avec ça peuvent être réalisés dans des cocottes en fonte. Oui, mais bon, ce serait bien de le savoir, on peut acheter ça ici. Il n'y a pas la même répartition de chaleur. La cocotte en fonte va accentuer la chaleur vraiment autour, pas au cœur. Là, la répartition de la chaleur est bien meilleure, je pense, sur une cuisson lente. Après, et alors, pendant que tu... Oui, vas-y. Tu nous mettras le prix, tu déniches le prix de cet objet. Alors, il y a plusieurs modèles, mais je mettrai l'adresse de la poterie Note. C'est ça, parfait, bravo. Oui. C'est artisanal, il n'y a pas mieux. Là. Et alors, bon, en attendant que tu aies fini ton assiette et tu te régales, n'en doute pas. Qu'est-ce que tu penses, Marie? Justement, on parle de cuisson, des types de cuisson par rapport aux vitamines. Alors, les vitamines ne sont pas toutes sensibles de la même façon à la cuisson. Donc, il y a des vitamines qui sont plutôt thermostables, pour lesquelles une cuisson sensée, c'est-à-dire où tu ne fais pas cramer ta nourriture, est OK. Elles seront conservées. Après, parmi les vitamines, je dirais très, très sensibles, la vitamine C. Je reviens dessus parce qu'en cas d'épidémie grippale, en général, il est très important d'avoir de la vitamine C. Et cette vitamine est très, très sensible à la température. Donc, du coup, elle sera détruite, d'où l'intérêt de l'avoir en frais. Par ailleurs, au niveau de la cuisson douce qu'il propose, l'avantage, c'est de pouvoir faire mijoter. Donc, au niveau des goûts, c'est très intéressant. Et ensuite, d'éviter de brûler les aliments.
Parce qu'à partir d'une certaine température, les huiles, par exemple, deviennent toxiques. Donc ça, c'est un type de cuisson qui évite d'en arriver là. D'accord. Et est-ce que tu conseillerais, par exemple, le crudivorisme? Non, parce que ça serait absurde de tout manger cru. Mais je conseillerais, je dirais, en ce moment, d'essayer d'avoir quand même du cru. Parce qu'en confinement, nous avons un problème. Certains risquent de se rabattre sur du riz et des pâtes. Or, le corps, pour fonctionner actuellement, a besoin de manière impérative d'avoir des fibres, d'avoir encore des légumes, d'avoir un peu de fruits et d'avoir de la vitamine C si possible. Pas tout cru, mais avoir quelque chose de cru dans sa journée. Avoir un ou deux fruits, avoir du chou frais, avoir du persil. Si on peut avoir du persil, on peut le faire hacher sur un plat. C'est très riche en vitamine C. Ouais. Et avoir des légumes, parce que si on perd les légumes, on va perdre le microbiote. Le microbiote va s'affaiblir. Raconte-nous, fais-nous un peu l'histoire du microbiote là. Parce qu'il n'a pas fini son assiette, hein, Philou. D'accord. Donc, le microbiote, c'est ces petites bactéries qui habitent notre ventre. On sait qu'il y en a pour 1,5 kg chez chaque habitant, chez chaque être humain. Ça fait un grand paquet. Ces bactéries, elles se nourrissent des fibres qu'on leur donne, c'est-à-dire des légumes, des fruits. Or, dans notre alimentation occidentale, on a appauvri au fur et à mesure l'apport en fibres et on a augmenté l'apport en graisse et en sucre et en protéines aussi. De fait, le microbiote souffre et il s'appauvrit. Il y a de moins en moins de souches qui sont utiles pour le corps et qui protègent le corps. Puisque le rôle du microbiote est d'un côté de faire une barrière par rapport à d'autres bactéries et aussi il va produire certaines vitamines et certains acides gras à chaîne courte qui sont très utiles pour la membrane intestinale, pour l'épithélium intestinal. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a démontré que les populations occidentales ont un microbiote qui est éloigné des autres populations. En gros, c'est pareil pour nous, pour l'Australie et pour les États-Unis. Et c'est un microbiote pauvre. Or, dans cette épidémie de grippe, il y a une notion assez intéressante qui est sortie sur la recherche il y a quelques jours. Ils expliquent que un bon microbiote fait protège le corps en quelque sorte du pneumocoque. Le pneumocoque est une infection qui peut apparaître après le virus. Puisque le corps est affaibli, c'est une infection pulmonaire après le virus. Et il disait qu'il y aurait un lien entre un microbiote affaibli et la probabilité de choper cette bactérie après coup. D'où l'intérêt de garder un microbiote en bon état, c'est-à-dire continuer à manger des fibres, des vitamines pour qu'il continue à vivre, quoi. Donc, fruits et légumes. Actuellement, je soigne mon microbiote, Stéphane, avec du kéfir. Ah, très bien, vas-y. Le kéfir, qu'est-ce que Alors, le kéfir, je l'ai acheté, il y a une boîte sur Internet qui en vend. J'en prescris à mes patients aussi. Ce sont des petites graines qui sont, si je peux, je pourrais vous chercher la bouteille et vous la montrer. Je vais faire ça. Ce sont des petites graines blanches que je fais grandir dans une bouteille d'eau avec une figue et du sucre. Elles vont fermenter, elles vont me créer une boisson pétillante. Ça ressemble au vin des fleurs, si vous connaissez, qu'on peut faire avec le sureau en été, les fleurs de sureau. Et ça pète, ça explose aussi. Hein. C'est ça, ça explose. Donc, quand il a bien fermenté, je le mets au frigo parce que sinon, ça continue à exploser. Et donc, cette espèce de boisson pétillante est riche en probiotiques. Et du coup, je bois un verre tous les jours, un petit verre. Hein. Et je l'ai aussi prescrit à de nombreux patients, cette solution pas chère, parce qu'une fois qu'on a acheté le kéfir une fois, ça coûte 20 € et on s'en sert l'année. Donc, il est vraiment pas cher. Et je le donne aux patients. J'ai pas mal de patients qui avaient un problème de côlon irritable qui se sentent beaucoup mieux après. Parce que simplement, on va amener des probiotiques dans leur corps. Hein. C'est pas mystérieux. Mais ça implique de le fabriquer maison. Et dans un confinement, comme je savais que ça allait arriver, je me suis acheté tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir un mois et me le faire à la maison, justement. D'accord, donc en 15 secondes, puisque là, l'assiette est vide de Philou, en 15 secondes, conseil pour maintenir un microbiote en état. 15 secondes pour que tu dises qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir son microbiote en état. Oui, Marie? Ah, c'est moi, excuse-moi. Excuse-moi, je m'attendais à ce que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Non, excuse-moi, c'était juste un petit en synthèse. Ah. Voilà. Pour maintenir son microbiote en état, je dirais de manière continue, il faut manger des légumes et des fruits. Et si on peut, il faut manger des produits fermentés. Par exemple, de la choucroute fraîche, ça peut aider. Certains yaourts, ça peut aider.
Mais globalement, si on continue à manger des légumes et des fruits, de préférence bio, parce que ça évite d'amener des pesticides et divers traitements qui vont affaiblir la flore aussi. Si on peut faire du kéfir, on le fait. Si on ne peut pas, il y a aussi des compléments alimentaires qui amènent des probiotiques, mais le problème, c'est que c'est plus cher et puis il faut aller en pharmacie actuellement, je ne vois pas comment. C'est compliqué. Hein? Philou, il en a chez lui, là, fait de sa pharmacie. C'est? On a ce qu'il faut en pharmacie. Je sais, mais il faut encore y aller. Vois-tu, en ce moment, je pense il faut y aller si on a une très bonne raison. C'est pas la peine de surcharger les pharmacies avec des recherches de probiotiques, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est pour ça. On va vous laisser travailler pour les gens qui en ont vraiment besoin. Voilà, ça fait plaisir à entendre. Ah, Voilà. mais voilà, très bien. Bon, alors, merci pour ces enseignements. Très bien. Et tu es en train de nous préparer le dessert, donc. C'est ça. Ah. Donc. Oula, il est planqué déjà. Il est furtif, là. Enfin, pas furtif, il est… Ah oui, là c'est le mystère, là. Stéphane, tant que je suis, regarde. Ah, d'accord, oui. En bas, il y a les graines, là. Oui, et en haut, il y a ma figue. Tu la vois, là? Ah oui. Il D'accord. flotte. Ouais. Voilà. Et c'est en pleine préparation. C'est pas fini. Tu vois les grains en bas. Tu vois, il est trouble. C'est trouble, ouais. Ma figue qui a commencé à monter, ça veut dire qu'il faudrait que je le sorte dans demain. Et là, c'est bombé. Regarde. Ah, c'est qui fermente. Ouais, donc si on l'ouvre, paf, voilà, il est plus bombé. Ouais. Là, c'est plat. Très bien. Mais merci. Avec plaisir. Tu pourras nous envoyer mettre en commentaire là tous ces trucs là de kéfir, oui, bien sûr. légumes, tout ça. Impeccable. Bon, là, il y a le dessert mystère. Là. Miam. Bon, alors pour le dessert, j'ai réalisé une crème type crème catalane où j'ai fait, donc j'ai pris du lait, je crois que le lait c'est du lait de la montagne noire, je ne sais plus exactement, je l'ai mis dans le commentaire. Donc, où j'ai fait infuser de la verveine de mon jardin. Donc, pour remplacer vanille ou autre cannelle qu'on peut utiliser habituellement. Donc, en me faisant infuser la verveine, les œufs du coin, la crème la crème fraîche que j'ai utilisée pour faire de la crème catalane vient de Briola. Et j'ai fait caraméliser des pommes donc, du domaine des Chaumières. Ils ont quand même pas mal de stocks de pommes et de qualité, qui sont excellentes. Donc des pommes Fuji, de belles pommes qui sont dessous. J'ai fait caraméliser au miel. J'ai remplacé donc le sucre par le miel également pour faire la crème. Et donc je l'ai présenté dans des cocottes que j'ai fait pour de Marie. Du coup, on va montrer tout ça. Voilà. Ah ouais. C'était pour changer un petit peu les salades de fruits qui sont très bonnes, hein, je ne dis pas, mais un petit peu trop faciles pour un repas local, sachant qu'une salade de fruits à cette période-là de l'année, à part des pommes et des poires, en local, il n'y a pas grand-chose. Donc, du coup, je voulais vraiment accentuer sur la pomme parce qu'on a un domaine qui est magnifique aux Chaumières et montrer qu'on peut la revisiter plus gourmand. Alors après, au niveau du goût, je ne sais pas du tout parce que remplacer le sucre par le miel, il faut quand même arriver à doser. Donc, on va voir. Maintenant, on va découvrir. Hein. On va voir si tu grimaces. Ouais. Oh, ça reste sucré, on ne grimace jamais avec ça. Bon, on va voir alors. On te regarde. Là. Non. Non, ça a bien le goût du miel, du coup. Et alors, le miel, il n'est pas trop fort? Non, ça va. On sent la verveine, le miel. Et on sent tout, on sent aussi le lait. Est-ce que la verveine n'est pas trop forte par rapport à… Vas-y encore, approche-toi. Ah ouais. Oh putain, oui, d'accord, on voit le… Non, alors, le seul inconvénient, c'est que les pommes, du coup, rendent pas mal d'eau. Oui. Ouais. Mais bon, c'est normal. Hein. Mais après, elle reste quand même, elle reste craquante un petit peu, donc ça va. Mais non, la verveine n'emporte pas trop de goût, ça va.
Le miel, par contre, est un peu fort, peut-être. Voilà, c'est quel type de miel, voyons? C'est un miel, je vais attraper, c'est de montagne. Un miel brun qui vient de Moussoulès, je crois. Non s'il est brun, il est plus fort que si c'était du tournesol. C'est un miel brun, c'est-à-dire c'est un miel là ou pas? Ouais. C'est une collègue à mon épouse qui le produit. Non, je pense pas que ce soit un miel là parce que le miel là, il est plus foncé. Il est plus foncé, le miel là. Il est plus foncé, c'est pas un miel là, non. Il est assez foncé, mais c'est vrai qu'il est très parfumé. Ouais. Ah, en plus, ça va bien. Bon, c'est une grosse quantité pour un dessert, honnêtement. D'habitude, on ne mange pas de dessert aussi gros, donc on risque de pas le finir. Mais oui, bon, oui. Il y a quand même quelqu'un qu'on n'a pas entendu là. On lui voit juste une main. On aimerait bien peut-être avoir son avis parce que peut-être qu'elle ne trouve pas ça bon, on ne sait pas quoi. En fait, à sa tête, je vois si c'est bon ou pas. Je sais qu'il y a des choses qu'elle a aimées. Après, elle est très timide, donc elle ne laisse pas trop parler. Ah bon, mais comme elle veut. Mais sinon, si elle veut nous donner son avis, c'est avec plaisir. Bon. À mon avis, c'est bon, elle ne me mettra pas dehors ce soir. Je pense que ça va. Tu pourras y rester, c'est bien. Non, le repas était très très bon, très équilibré. Bon, un peu lourd habituellement, on mange un peu plus léger le soir, mais voilà, c'était repas de fête. Donc, oui. Bon. Mais non, c'était très bon. Oui, c'était le principe. Eh bien, très bien, mais merci. Alors, la question que je me pose, puisque c'est dans le cahier des charges, donc moins de 9,50 € par personne, et la question que vont se poser les gens qui regarderont la vidéo. Donc, c'était un peu plus que 3 plats, puisqu'il y avait quand même en entrée des verrines, salade, tout ça. Donc, ce menu de fête, plus le pain, tout ça, à combien par personne par rapport à ce qui a été consommé? À combien ça t'est revenu par personne? Alors là, j'ai calculé, bon, bien sûr, après, on est toujours, parce que par rapport à la quantité d'huile, voilà, je calcule le prix. Oui, au prorata, oui. Au prorata, j'ai calculé, c'est environ 8,70 € par tête. D'accord, avec de l'agneau, sachant qu'il y a de l'agneau et des asperges. Sachant qu'il y a de l'agneau et des asperges. Pas mal. Ça reste, je pense que ça reste raisonnable. Bon, après, le fait de mettre des asperges, voilà, en omelette, on utilise quand même une quantité moindre d'asperges, mais le goût est diffus sur la totalité de l'omelette. Vraiment, on garde, on a en quantité, on en utilise moins. Pour ce qui est de l'agneau, voilà, comme je disais tout à l'heure, le fait d'utiliser des parties de l'agneau qui sont tout aussi bonnes et pas forcément recherchées. Pareil, j'aurais pu utiliser du collier ou qui sont des parties plus ou moins nobles. Donc ça permet de faire des économies. Après, tout ce qui est légumes frais, sachant qu'on va directement chez le producteur, on évite l'étape grande surface. Donc, du coup, ben, la marge va directement au producteur et ça se ressent vraiment sur les produits laitiers. Voilà, les produits laitiers utilisés sont un peu plus chers parce que en local, forcément, ça leur coûte. Ils ont un coût de production qui est un peu élevé. Ce que je comprends tout à fait. Du fromage frais, de la crème ou du lait en local, c'est normal qu'on le paye plus cher que le lait industriel. Mais bon, et celui-là, il est bio en plus. Et voilà, il est bio. Donc, local et bio. Je sais que voilà, quand je passe par celui Julien de Briola, je vois où c'est produit. Donc, c'est quand même très gratifiant de se dire qu'on peut manger ce que l'on voit. Tout à fait. Donc, en fait, l'ensemble de la dépense, de tes dépenses qui ont servi à faire ce repas, reste dans le coin, reste sur le territoire. Ah oui. Tout à fait. Mais c'est vraiment, c'est le but. Et puis, après, c'est une question de confiance. Je veux dire, moi, le producteur d'asperges que je connais bien, j'ai une totale confiance en lui. Je sais que le produit qu'il va faire, il le donnera à manger à ses enfants. Pareil pour le boucher. Quand j'ai pris l'agneau, je sais qu'il est capable d'aller chez le producteur, voir la bête, choisir la bête.
ce qu'on ne retrouve pas forcément dans la grande surface. Eh oui. C'est quand même, enfin, ces relations-là qu'on a avec le producteur, on sait, c'est comme si moi, par exemple, je balançais un médicament à un patient sans regarder ce qu'il y a, sans regarder les effets indésirables, quoi que ce soit. Je veux dire, il y a une question de confiance qui se crée avec la personne. Il faut garder ce lien. Maintenant, une économie du face-à-face. Oui. Ouais, exactement. Exactement. Il n'y a pas que le côté pécunier, il y a aussi ce côté de confiance, je pense. Et de sécurité. Et de sécurité. Parce qu'en tant que consommateur, lorsqu'on achète local, on coproduit de la sécurité, c'est-à-dire qu'on maintient des paysans autour qui nous sont extrêmement utiles en période où les transports sont, on va dire, dégradés. Donc, manger local, c'est agir pour sa sécurité également. Oui, Marie? Tu sais, l'article que tu m'avais passé là ces jours-ci, on regardait, où ils expliquaient que on avait l'habitude, à cause de ce système de production très spécialisé, d'avoir un besoin de main-d'œuvre importée, on va dire, des saisonniers, des gens qui sont détachés pour l'agriculture, que cette main-d'œuvre actuellement n'est plus disponible et que les paysans n'étant pas assez nombreux, on va avoir un gros souci pour planter, pour récolter les aliments dans les semaines et les mois qui viennent. Oui. Alors que si on avait une agriculture plus locale et orientée vers les consommateurs à côté, on serait moins spécialisé et on pourrait quelque part, on va dire, installer plus d'agriculteurs sur le territoire. C'est sûr. De manière pérenne. Oui, là, on est perfusé de partout. On est perfusé, on a une agriculture perfusée par le pétrole. Donc, et la main-d'œuvre aussi. Oui, alors perfusion énergétique, donc engrais, mécanisation, produits phytosanitaires, transformation, distribution. Perfusion par rapport au phosphore qu'on importe du Maghreb. Perfusion par rapport au transport dans les deux sens. Et perfusion au niveau des bras. Donc l'agriculture française marche avec des bras étrangers. Donc, Oui. lorsqu'on dit que l'agriculture française exporte, elle n'est pas autonome déjà sur ces 4 éléments-là. Et je ne parle même pas de la dégradation des sols, du dérèglement climatique, des températures extrêmes et tout ça. Donc, c'est vrai que si on ne revient pas à une logique territoriale pour voir par territoire ce qu'il s'y passe, donc du coup faire un corps entre consommateurs et producteurs par territoire, eh bien, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Oui. D'ailleurs, pour revenir à un produit qu'on a utilisé, que j'ai beaucoup aimé, le miel, je pense que c'est on va dire, c'est un sucre, un bon sucre, nettement meilleur que le sucre raffiné et que peu de gens connaissent et utilisent en réalité. Et tant qu'on peut le produire, tant qu'on a des abeilles, il ne faut pas l'oublier. D'autant plus que ça a quelques petits effets aussi médicinaux, certains miels comme les mielas, de sapin, de l'eucalyptus aussi, c'est pas mauvais en période de grippe. Et dans tous les cas, c'est un sucre, je dirais, de meilleure qualité que ne l'est le sucre blanc. Que beaucoup utilisent tous les jours. Ça n'est pas fait pour ça, hein. Sapiens, ce n'est pas fait pour le sucre raffiné. Non. Comme Sapiens n'est pas fait pour le pétrole. C'est ça aussi. Une énergie dansée à bon marché, comme le sucre blanc. C'est pour ça qu'on a des pathologies à chaque fois avec ces deux énergies. Complètement. Ouais. Bon, mais alors, tu l'as fini ton dessert? Ouais, moi, finalement, je l'ai fini. Ah, mais ouais. Le mange, nous le regarde, ouais. Ouais. Je me suis dit, c'est repas de fête. Donc Mais d'ailleurs, mon épouse en a profité pour regarder le prix donc, dont on parlait, des diables. Ça va de 40 à 70 euros, suivant la taille. Pas mal, c'est correct. Sachant que c'est un produit artisanal et honnêtement, moi je m'en sers environ une fois par semaine. J'ai jamais eu de souci, je veux dire de fissure ou quoi que ce soit. On voit que la maîtrise de la cuisson de la terre se fait. C'est émaillé. Oui, puis ça reste, ça se garde des années. Si on ne le casse pas, on en a pour 20 ans avec un plat comme ça. Ça ne se raye pas, c'est pas toxique, voilà, il n'y a pas une couverture toxique dessus, donc c'est OK. Ma mère en a un depuis 20 ans, il n'a pas bougé. C'est ça. Ça rouille pas, il n'y a pas de risque. Oui. C'est un très bon plat. Ouais. Bon. Tout à fait.
qu'on peut considérer que le défi est relevé alors? Fait relevé et réussi? Oui. Ouais. Dans l'ensemble, oui, moi je suis plutôt satisfait. Bon, il y a toujours cette. Mais du coup, l'avantage de ce défi, c'est que ça me permet de trouver où sont les lacunes au niveau culinaire et je vais apprendre à faire mon propre levain. Parce que je me rends compte que bon, là, pour le moment, il y a des très bons boulangers, malheureusement. Ils continuent à bosser et ils se défoncent pour la population. Mais si un jour on vient à devoir faire son propre pain, comme à l'époque, il faudra. On se rend compte qu'on est trop dépendant des levures chimiques ou autres levures boulangères déjà prêtes. Et que ce soit pour des gâteaux, pour des pains ou autre. Donc ça fait partie des techniques qui vont être à développer, je pense. Oui. Sinon, oui, non, dans l'ensemble, je suis pour quelqu'un qui a travaillé toute la semaine en finissant à 7h30 le soir, je ne suis pas mécontent d'avoir réussi à trouver le produit qu'il me fallait. Ouais. Donc finalement, pour monsieur et madame Michu, c'est-à-dire monsieur ou madame tout le monde, est-ce que ça t'a pris du temps de préparer tout ça? En préparation aujourd'hui? Et si oui, combien à peu près? Aujourd'hui, j'ai bien eu en tout, honnêtement, bien 2 heures de préparation. Il y a à manger pour combien de fois? Là, honnêtement, un repas comme ça, on aurait pu manger à 4 dessus. Là. À 4, d'accord. Donc ça veut dire que demain, tu peux manger la même chose avec 0 minute de préparation. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, là, demain, j'ai le plat pour demain midi, j'ai le repas pour demain midi sans problème. Hein. Voilà. Sans problème. Mais généralement, notamment moi, quand j'utilise le diable, je m'arrange pour faire 5 à 6 portions que je congèle. Oui. Parce que je préfère largement avoir un plat comme ça congelé. Quand je rentre entre midi et 2, des fois, je finis, c'est midi et demi, une heure. Je préfère largement manger un plat comme ça plutôt qu'un plat de chez Picard ou de chez n'importe quel surgelé. Voilà, je sais que c'est de très bons restes. Là, actuellement, avec le confinement, mon épouse reste à la maison avec mes enfants. Des fois, ça lui prend du temps de faire les devoirs aux enfants, de s'occuper du jardin, mais je lui dis, tu vas au congélateur, on a des plats tout prêts qui sont faits maison, et on se régale autant. L'avantage de ces cocottes type le diable, on peut faire quand même de la quantité, et c'est jamais perdu. C'est ce qu'il faut se dire. Oui. Très bien, c'est important de le dire, hein, au niveau du temps passé, quoi. Hein. Bien sûr, voilà, on le passe, le temps qu'on passe à cuisiner, il y a toujours des restes pour les jours à venir. Donc. Et puis il faut que ça reste un plaisir de se dire qu'on fait sa propre alimentation. Même la personne la plus réticente à la cuisine, je pense qu'elle prendrait du plaisir à manger ce qu'elle a fait. Parce que le fait maison, c'est important. Que ce soit une personne qui est habituée à manger du surgelé ou quoi que ce soit, elle pourra dire ce qu'elle veut. Quand elle va dire je n'aime pas faire à manger, mais le jour où elle fera manger, qu'elle verra ses enfants manger ce qu'elle a préparé, elle se dira oui, finalement, ça a du bon. Ça a du bon. Oui, Marie? Alors, moi, ce que je vois dans ma clientèle, puisque je reçois des personnes qui veulent maigrir, mais aussi beaucoup de personnes qui veulent manger sainement, c'est qu'en fait, il y a je ne peux pas faire à manger, je ne sais pas faire à manger ou je suis complètement perdue. Et dans la catégorie je suis complètement perdue, j'ai énormément de monde. C'est des personnes qui n'ont pas ce qu'on appelle dans leur tête une bibliothèque alimentaire. En gros, si elles ouvrent leur frigo, même si moi je donne une liste des courses, les gens les achètent en expliquant par catégorie. Voilà, féculents c'est ça, légumes c'est ça, fruits c'est ça, produits laitiers c'est ça. Et donc, pour les aider, il y a une liste. Ils vont au marché, ils achètent, ils mettent au frigo et après, ils se bloquent. Parce que quand ils ouvrent un frigo, ils n'ont pas la notion de qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ils ne savent pas faire une potée, par exemple. La potée de choux, carottes et de la viande, c'est la base du truc. Et ça, ils ne savent pas le faire. Je veux bien, mais là, maintenant, il y a des applications pour ça. Enfin, je veux dire, même oui, ça, mais quelque part… Il suffit de rentrer les ingrédients. Et... Oui, mais il faut les amener là, il faut leur dire, voilà comment il faut faire. Ou alors, ils veulent avoir un robot spécialisé qui va leur donner une recette et ils vont tout mettre dans la casserole. Vous savez, le super robot à 1000 balles, là.
où ils vont mettre les ingrédients comme demandé. Ils vont faire 2 portions puisque ces robots préparent à peu près pour 4 personnes à la fois. Il faut laver une montagne d'ustensiles quand même. Et on a fait à manger pour un soir. Alors, jamais de la vie, je travaillerai comme ça. Moi, j'ai une grosse cocotte en fonte. Je fais ma potée un coup pour 2 repas, 3 repas. Mais certainement pas le mini-robot là qui va me faire une recette en me dictant les ingrédients. Et ça, c'est un vrai souci, le fait que les personnes ne savent plus. Elles n'ont pas de connaissances. C'est comme si elles n'ont jamais vu leur grand-mère cuisiner, leur mère cuisiner. Il y a une rupture de transmission. Chez les jeunes, chez les gens de 30 ans, il y a une rupture de transmission parce que leurs mères ont fait 1968 et elles ont décidé que cuisiner était quelque chose de peu noble. Et là, on a perdu le savoir. Et ça, c'est quelque chose que je vois tout le temps. C'est vrai qu'on a perdu le savoir saisonnier aussi. Saisonnier. La saisonnalité des produits, c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai une patiente. Le fait qu'on trouve des tomates toute l'année, qu'on trouve tout type de légumes, des aubergines, les gens ne savent plus vraiment quoi cuisiner, quand le cuisiner, savoir si c'est des produits de saison. Je suis persuadé qu'on demande à une personne sur 5 à quelle saison pousse l'aubergine. Il y en a la moitié qui nous diront en automne ou en hiver. Parce qu'ils en trouvent toute l'année sur leurs étals. Alors que c'est là qu'il y a le plus de vitamines d'ailleurs. Dans les produits de saison. Tu as vraiment raison. Aujourd'hui, ma patiente m'a dit qu'elle fait des efforts pour manger des légumes et qu'elle se fait tous les jours une salade verte avec des tomates et des concombres à l'intérieur. Là, j'ai eu un moment de solitude en me disant, est-ce que je lui dis que ce n'est pas des légumes de saison ou est-ce que je la félicite pour les efforts qu'elle fait? Le dilemme est là. C'est vrai, hein? Donc là, je me suis sentie très mal en me disant, mais mon Dieu, comment tu peux avoir l'idée de manger en mars des tomates et des concombres? Enfin, quand même. Et des produits qui sont produits à 2000 km d'ici. Enfin, il faut être réaliste. C'est ça. Et c'est compliqué. Et alors, Jackie, là, t'es revenu, là? Ouais, je m'étais échappé discrètement parce que j'ai pas le visuel, ça me gave. Ah, mais oui, non, mais tu râlerais davantage, hein, parce que ça avait l'air bon. Hein. Non, mais attends, j'ai tout intériorisé, tout ce que j'ai entendu, là. Non, mais je suis 100% d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Bien entendu que je suis de tout cœur avec vous. Moi, je suis pour les circuits courts, je suis pour les choses qui sont produites de la région. Je suis, voilà, pour encourager les gens à continuer à produire parce qu'on va en crever autrement, quoi. Voilà. Chez moi, on fait du maïs semence. Tu comprends bien qu'avec du maïs semence, on ne nourrit pas une population. Le maïs semence qui est produit chez moi à Saverdun, il part directement en Espagne. C'est à la capa, tu n'as que les camions espagnols qui partent en Espagne pour faire des champs de maïs et nourrir les bestiaux en Espagne. Il va falloir le changer, ce modèle de production aussi. C'est un truc, on marche sur la tête, là. Oui, il y a beaucoup de choses à revoir, bien sûr. Mais oui, voilà, moi je suis un révolté perpétuel, quoi. Et voilà, il y a des choses. Moi, chez moi, à Saverdun, j'ai des gravières et du maïs semence. Tu comprends que ça ne peut pas me satisfaire. Voilà, c'est des trucs. Les gravières, ça nous a détruit les nappes phréatiques. C'est pour alimenter les constructions dans la région toulousaine. Et en contrepartie, ils nous renvoient tout ce qu'ils démolissent de Toulouse, ils nous l'envoient pour compléter la nappe phréatique, ce qui fait que ça nous bloque la nappe phréatique et ça nous la pollue. Voilà où on en est ici. La société, elle marche sur la tête, quoi. Voilà, c'est des choses. C'est des combats locaux qu'on mène, mais bon, c'est quand même des choses qui impactent quand même toute une région. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que. Là, le truc, c'est que, mine de rien, ça ne nuit pas et ça fait quoi? Ça fait 1h20, je crois qu'on est ensemble. Tout à fait. Ouais, je me suis régalé, même si je ne vous vois pas, je me régale. Alors, t'inquiète, on mettra les photos. Donc, Philou va nous faire donc des photos. À mon avis, il a déjà dû en faire. Des photos de. Comment? C'est la main les photos. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, j'ai surtout fait les vidéos, pas les photos. Ah bon, alors ça va. C'était déjà dressé.
Donc oui, donc il va nous envoyer les vidéos qu'on mettra en commentaire de cette visio. Et avec le parfum. Avec les parfums. Avec le parfum. Ouais, il va falloir inventer Avec le un parfum système des plats. pour les parfums. Ouais. Ah putain, parce que là, tu rêves quand tu entends ça. Voilà, donc on va les mettre en ligne. L'agneau que tu tranches à la fourchette, c'est un truc, ça, c'est un truc, voilà. Non, mais quand mais il faut venir chercher un diable dans le coin. Ah oui, ça vient du diable. Hein. Non, mais ça résume tout. Moi qui aime faire de la bouffe, qui aime manger, je suis pas un féru comme toi, mais je sais que faire manger, c'est un truc, déjà, c'est un plaisir, hein, parce que des fois, j'y passe 4 heures, moi. Mais c'est vrai que voilà, faire à manger, c'est un truc, voilà, c'est participer à la société, quoi. L'agneau qu'on coupe à la fourchette, oui, c'est le diable est dans ce détail. Ça compte. Excellent. Non, mais tu es sûr qu'il ne va pas divorcer, lui? Ouais, c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu. Mais justement, le problème qui se pose, c'est qu'après, je suis obligé de faire des sessions de régime de plusieurs mois parce que quand on commence à s'emballer, à faire à manger, tout le monde veut venir manger à la maison et tu te retrouves à faire des gueuletons toutes les semaines. Donc, faut arriver à se contrôler. Je consulte par Skype. Je consulte en téléconsultation si tu as besoin. C'est bon à savoir. Voilà. Moi, j'ai un vélo électrique à la maison. Je regarde tous les reportages de la 5 et voilà, comme ça, tu transpires comme un bœuf et ça te permet de. C'est ça. Mais c'est vrai que la nourriture, c'est un plaisir, quoi. Je veux dire, ça fait partie ça fait partie des choses qui font partie de notre culture, quoi. Alors, que ça le reste, donc fléchons nos achats et achetons à nos producteurs locaux. Pour eux, mais également, égoïstement, pour notre propre sécurité également. Oh oui. Non, mais il faut que l'agriculture locale, il faut qu'on la fasse vivre, quoi. C'est à nous de se responsabiliser. Voilà. Et à l'année. Je pense que la prise de conscience, elle est quand même actuelle, là. On se rend compte que il faut qu'on vive de ce qu'on produit sur place, quoi. C'est un truc. Le bon sens. À part les connards qui vont acheter 50 papiers cul. L'autre jour, chez moi, dans mon petit Carrefour Express, il y avait un mec qui traînait 4 packs de 6 bouteilles de Badois. 24 bouteilles de Badois. Il fait quoi avec la Badois? Pour digérer, il avait trop bouffé avant. Mais non, mais putain, tu vois des trucs, tu te dis, mais c'est pas citoyen, quoi. C'est n'importe quoi, quoi. Je sais pas. Le papier cul, ne bouffe pas, les mecs. C'est un truc, c'est insupportable, ça. Et moi, je suis un vieux con révolté, mais je n'en démords pas, quoi. Bon, alors, juste pour. Merci pour cette anecdote de fin, de fin FIM, parce qu'on n'a pas mangé aussi. Mais c'est ça, on y passe toujours. Regarde l'idée. Mais Philou a été un bon citoyen en étant un bon consommateur. Tout à fait. Ouais. Bravo. Donc voilà, merci à Marie. Voilà. Merci à Marie pour ses conseils avisés. Si je peux finir sur une dernière note, je vais me faire un petit peu de publicité. Je vais pas dire exactement ça. Je suis pas seulement cuisinier, préparateur en pharmacie, je fais également de la peinture. Et l'an dernier, donc pour la fête du cassoulet, j'avais mis en vente aux enchères un tableau pour une association. Et au passage, je vais refaire pareil l'an prochain, donc pour la fête. J'ai réalisé un tableau que je vais vous montrer qui sera mis en vente au profit de l'association AVA pour la lutte contre le cancer. Donc je commence à en faire la publicité maintenant, même si au niveau de l'organisation, ils ne sont pas encore prêts. Moi, je prends toujours les devants, donc je vais vous le montrer. Il sera en vente donc pendant la fête, sûrement pendant le repas de la confrérie du cassoulet. S'il y a des personnes intéressées, ça va directement pour une association. Je vous le montre vite fait. Bravo. Vas-y. Hop, où est-ce qu'on est? Par ici. Ah, ça c'est l'Italie, ça. Ouais, j'ai revisité la chapelle Sixtine de Michel-Ange en version cassoulet. Donc, zoom. Ah oui. Allez, casserole. Ça te plairait, Jackie, là. C'est des oiseaux, c'est des casseroles avec des ailes. Mais je vous ai vu un moment tout à l'heure et puis je vous ai perdu. Moi, je vais travailler. Ah, c'est pas mal, ça.
Mais qui c'est là dans cette tenue là de chevalier de la confrérie? On dirait le professeur Raoul. Oh, non, j'ai fait, On dirait quoi. j'ai fait un mix entre l'ancien président, l'ancien grand maître de la confrérie et le nouveau. D'accord. Si tu vois ce que je veux dire. Eh ben, là, je vois bien. Eh bien, très bien. Mais merci à toi. Du coup, voilà, ouais, je l'avais fait l'an dernier pour finir l'association. J'ai décidé de le faire encore cette année. Donc, voilà, bon, moi, la peinture, ça reste une passion. Et si ça peut faire en profiter les associations, voilà. Ben, merci encore à toi. Hein. Je voulais me passer un petit mot. Voilà. Bon, mais écoutez, je vais du coup vous laisser. Je vais aller récupérer mes enfants que j'ai laissés chez mes parents quand même. Ah, ils n'ont pas bouffé. Ils n'ont pas mangé les pauvres. Enfin, pas ça. Non, ils ont mangé. Je pense qu'ils ont même très bien mangé. Mais bon, je préférais ne pas les avoir dans les pattes parce que sinon, ça aurait été compliqué de s'entendre à 4. Bon. Eh bien, très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Donc, bonne continuation à tous. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire un hors confinement. En vrai, volontiers. En vrai, avec plaisir, en vrai, ouais. Très bien. Ça marche. Ciao, encore à bientôt. bravo. Allez, Allez, merci. Adieu. Adieu.